Saviez-vous qu'il y avait un royaume en Europe qui a en quelque sorte simplement disparu? Bonjour, je m'appelle General Knowledge, et bienvenue sur General Knowledge. Vous connaissez sûrement ma voix, mais c'est probablement la première fois que vous voyez mon visage. J'ai décidé de commencer à montrer mon visage dans les vidéos. Peut-être qu'après 7 ans, il est temps de changer un peu le format. Donc, nous y voilà. À part ça, rien ne change, tout continue comme d'habitude. Mon visage apparaîtra un peu plus souvent et je me concentrerai aussi sur des sujets plus spécialisés comme celui-ci. Au lieu de vous présenter une liste de X pays qui n'existaient pas, je vais me concentrer sur un en particulier. Et je pense que cela permet vraiment d'avoir une histoire géographique ou historique beaucoup plus intéressante et approfondie à raconter. Mais revenons maintenant à ce pays manquant. Lorsque vous regardez une carte de l'Europe vers l'an 1000, vous pouvez trouver certains pays qui existent aujourd'hui, comme la France, la Pologne, l'Angleterre ou le Danemark. En même temps, vous pouvez regarder certains endroits et voir que certains pays manquent, des pays qui n'existaient pas encore à l'époque, mais qui existent aujourd'hui, comme le Portugal, la Belgique ou la Suisse. Mais curieusement, sur ces cartes médiévales, on peut aussi souvent trouver des pays qui existaient autrefois, mais qui n'existent plus aujourd'hui. L'un d'eux se trouve ici sur cette carte, et c'est le royaume de Bourgogne, également connu sous le nom de royaume d'Arles, et c'est un pays assez vaste au centre de l'Europe. Alors, qu'est-il devenu? Et comment ce pays européen a-t-il tout simplement disparu? Le royaume de Bourgogne a été formé vers l'an 933, et il a duré jusqu'au XIVe siècle. À partir du XIe siècle, il était également connu sous le nom de royaume d'Arles, nommé d'après sa ville d'Arles. Je ne sais pas si c'était la capitale, mais c'était au moins une ville importante du royaume. Et ils ont choisi ce nom pour le différencier des autres entités bourguignonnes qui existaient un peu plus au nord. Et un peu plus loin dans la vidéo, je vais vous les présenter pour nous permettre de comprendre la différence entre elles, même si elles partageaient ce même nom. L'origine de ce royaume bourguignon du sud vient de la fusion de deux autres royaumes, la Haute et la Basse Bourgogne, en l'an 933, par le roi Rodolphe II. Son territoire comprenait des parties de ce qui est aujourd'hui le sud de la France et la Suisse, incluant des villes clés comme Nice, Marseille, Vienne, Lyon, Genève, Besançon et Bâle. Il s'étendait des rivages méditerranéens jusqu'au Haut-Rhin au nord. Et jusqu'à l'an 1032, il était gouverné par les rois indépendants de la maison aînée des Welf. Jusqu'à l'an 1033, lorsqu'il fut incorporé dans le Saint-Empire romain germanique, comme l'un de ses royaumes constitutifs, aux côtés du royaume d'Italie ou du royaume d'Allemagne à l'époque. Mais vers le milieu du XIIIe siècle, tout en restant au sein du Saint-Empire romain germanique, il perdit toute son importance et finalement son titre de royaume. Et tandis que l'Allemagne et l'Italie sont devenus leurs propres pays, même si cela s'est produit des siècles et des siècles plus tard, celui-ci, le royaume de Bourgogne, ne l'a pas fait. Alors pourquoi? Pour bien comprendre cela, nous devons revenir un peu en arrière, jusqu'à l'origine du royaume de Bourgogne, et comprendre comment il a pu devenir indépendant et d'où il venait. La Bourgogne, en tant que concept, trouve ses origines chez les Burgondes, un peuple scandinave dont la patrie d'origine se trouvait sur les rives méridionales de la mer Baltique. Sur l'île de Bornholm, auparavant appelée, et je vais sûrement mal prononcer ce mot, Burgundarholm, d'où provient le nom. Dès le 1er siècle après Jacé, ils migrèrent vers l'Europe continentale, s'établirent à la frontière de l'Empire romain d'Occident et commencèrent même à servir comme auxiliaires dans l'armée romaine. À l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, ils ont créé leur propre royaume. Et au 20e siècle après JC, ils étaient assez puissants et indépendants à part entière, s'étendant jusqu'à la rive ouest du Rhin et se concentrant autour de la région que nous avons ensuite connue sous le nom de Savoie. Sur cette carte des routes des invasions barbares en Europe, l'ancien royaume burgonde apparaît en orange, un peu au nord du futur royaume médiéval. Et la prochaine étape de notre histoire est précisément liée à ces invasions barbares. Cette région de l'ancien royaume de Bourgogne a d'abord été conquise par les Francs, et a ensuite été gouvernée par l'empereur Charlemagne au sein de son empire carolingien. Je pense qu'ils sont arrivés vers l'an 534. Et le chemin de cette province impériale vers le royaume indépendant peut se résumer en un mot. Partition, partition, partition. Je vais essayer de résumer cela aussi rapidement que possible. Le fils de Charlemagne, l'empereur Louis, a divisé son empire entre ses 3 fils à sa mort. On a appelé cela le partage de Verdun. L'un d'eux, Lothaire Ier, a pris la Francie médiane, qui comprenait le territoire du royaume de Bourgogne.
La Francie occidentale a pris l'ouest, ce qui correspond à la France actuelle, tandis que la Francie orientale a pris l'est, couvrant l'actuelle Allemagne. Après la mort de Lothaire, son propre territoire de Francie médiane a également été divisé en trois entre ses fils. 3 royaumes supplémentaires ont été créés à partir de ce partage. La Lotharingie, s'étendant des Pays-Bas jusqu'à la Suisse, l'Italie au nord de la péninsule italienne, et la Provence, qui comprenait le territoire du royaume de Bourgogne. Mais devine quoi? Après la mort du fils qui avait hérité de la Provence, ses oncles, les souverains de la Francie occidentale et de la Francie orientale, ont décidé de procéder à un nouveau partage, mais cette fois entre eux. Même s'ils ont fait cela, le roi de Francie occidentale a fini par absorber la majeure partie du territoire lui-même, lorsqu'il était mort en 879 ainsi que son fils. Et je vous promets, nous avons presque terminé avec cette histoire sans fin de mort, de succession et de partage. L'un de leurs sujets, le comte Boso de Provence, s'est en quelque sorte séparé et a établi le royaume de Bourgogne inférieure, voulant être indépendant et peut-être retrouver cette idée d'un royaume bourguignon indépendant. 11 ans plus tard, en 888, un autre comte franc occidental, Rodolphe d'Auxerre, fonda l'autre royaume de Bourgogne supérieure. Sur cette carte de l'Empire carolingien, on peut voir les 2 royaumes encore séparés. Et plus tard, en l'an 933, les 2 royaumes fusionnèrent dans le cadre d'un compromis politique et formèrent un royaume unifié de Bourgogne, ou royaume d'Arles. Ainsi, après de nombreux décès, successions, révoltes et de multiples partitions, le royaume de Bourgogne, ou royaume d'Arles, fut finalement établi comme étant indépendant. C'était, à toutes fins utiles, un royaume à part entière. Sa structure politique était féodale, avec un pouvoir décentralisé, comme c'était le cas partout ailleurs en Europe à cette époque. Son drapeau était une reproduction de ses armoiries, un champ jaune-or avec 2 bandes rouges verticales. Les origines de ce symbole sont un peu incertaines, mais les armoiries de la maison régnante de Welf utilisant ces 2 couleurs, il est donc très probable qu'elles viennent de là. Ils étaient, bien sûr, comme tous ceux qui les entouraient, un royaume catholique, fortement influencé par le pape. Et en fait, l'Église catholique était l'un des principaux propriétaires terriens du royaume. Bien sûr, cela lui donnait beaucoup plus d'influence dans le royaume. Il est assez difficile d'estimer combien de personnes vivaient dans le royaume, mais si l'on regarde des cas similaires, et aussi l'évolution territoriale de cette région au fil de l'histoire, je pense qu'on peut estimer qu'il y avait environ 1 à 2 millions de personnes peut-être. La culture de ses habitants était influencée par la culture médiévale européenne plus large, allemande, française, peut-être même un peu italienne, et ses origines scandinaves semblaient à ce stade avoir été laissées de côté. Il parlait des langues romanes, peut-être des formes anciennes du français et du provençal, et cette langue bourguignonne ancienne avait à ce stade soit disparu, soit fusionné avec ses idiomes locaux. En fait, il semble que l'héritage bourguignon ne subsistait que dans quelques coutumes de la noblesse, et dans le nom, bien sûr, et cela ne faisait pas vraiment partie de la vie quotidienne des habitants locaux. Et il ne restait aucune culture propre qui les différenciait des Français ou des Allemands. Ils étaient simplement un mélange des deux, entre les deux. Économiquement, sa position était stratégique sur d'importantes routes commerciales reliant les côtes méditerranéennes et permettant l'entrée de marchandises en Europe. Cela a favorisé la croissance de villes comme Arles, Lyon et Genève qui sont devenues des centres de commerce et de culture. Leur importance économique est mise en évidence par les raids simultanés menés par des groupes magyars et arabes en 954 auxquels ils ont en fait réagi de manière assez intéressante et intelligente. À l'époque, le roi, Conrad le Pacifique, un nom peut-être pas très approprié, a décidé d'envoyer des délégations à chacun de ses envahisseurs. Et il leur a dit « Vous devriez plutôt vous attaquer les uns les autres ». Il les a convaincus de le faire. Et pendant qu'ils se battaient tous entre eux, il a envoyé ses propres troupes dans les 2 camps et les a détruits. Un coup plutôt malin. Ce roi, Conrad, était le fils de Rodolphe II, celui qui avait unifié les 2 royaumes, la Haute-Bourgogne et la Basse-Bourgogne. Et ils étaient 2 des 3 seuls rois de Bourgogne entièrement indépendants. Car le fils de Conrad, Rodolphe III, a été contraint de céder le royaume à l'empereur du Saint-Empire romain germanique après sa mort. Et cela se passait vers l'an 1032 ou 1033. Ce qui s'est passé, c'est que l'empereur du Saint-Empire romain germanique de l'époque, Henri II, voulait annexer la Bourgogne à son empire. Les Bourguignons savaient qu'ils n'avaient aucune chance militairement. Ils ont donc proposé « Ne nous envahissez pas, et nous trouverons un accord. Quand notre roi mourra, la succession vous transmettra le royaume. »
Et il a accepté. Ainsi, lorsque Rodolphe III est mort, surtout sans héritier, le royaume a été transféré à l'empereur du Saint-Empire romain germanique et incorporé à l'Empire. Mais ne vous y trompez pas, les nobles et habitants locaux ont gardé une grande autonomie dès lors, comme dans la plupart des régions du Saint-Empire romain germanique. Même si, à partir de ce moment-là, l'empereur portait le titre de roi d'Arles, très peu d'entre eux ont été couronnés à la cathédrale locale. Je pense que le plus emblématique d'entre eux fut l'empereur Barberousse, qui en 1178 s'est rendu pour recevoir la couronne des mains de l'archevêque local. Je pense que cela montre surtout qu'à part Henri II, qui voulait annexer le royaume, les autres empereurs du Saint-Empire romain germanique ne s'y intéressaient guère. Bien qu'ils aient eu le titre, aucun prince ou roi local du Saint-Empire romain germanique n'a développé le pays. Ainsi, l'influence d'Arles dans le Saint-Empire romain germanique a commencé à diminuer. Au même moment, les Français voulaient s'étendre vers l'Est et ont commencé à étendre leur influence et leur contrôle sur ce territoire. En 1365, l'empereur Charles IV fut le deuxième empereur à être couronné à Arles, après un intervalle de près de 2 siècles depuis Barberousse. Mais cette tentative de raviver l'autorité impériale au sein du royaume a échoué. Ainsi, Charles décida d'abolir le royaume d'Arles, de lui retirer son titre de royaume constituant et de l'annexer à l'autre royaume constituant, celui d'Allemagne, toujours au sein du Saint-Empire romain germanique. Ainsi, le royaume d'Arles perdit son rang. Pour prouver encore davantage à quel point l'empereur du Saint-Empire romain germanique ne se souciait pas vraiment de la Bourgogne, et à quel point il reconnaissait en quelque sorte l'autorité française sur celle-ci. En l'an 1378, l'empereur se rendit à Paris, et il décerna au fils du roi de France le titre de vicaire impérial de Bourgogne, reconnaissant et acceptant en quelque sorte que les Français exerçaient de facto le pouvoir sur ce territoire. Et lentement mais sûrement, le contrôle français sur la région fut officialisé à mesure qu'il s'étendait plus à l'est. Le titre de roi d'Arles resta un titre subsidiaire de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, jusqu'à sa dissolution en 1806, mais à ce stade, ce n'était plus qu'un titre purement nominal. Ainsi, ce qui était à l'époque sans doute un grand pays européen a simplement disparu. Mais qu'en est-il des entités bourguignonnes du Nord que j'ai mentionnées plus tôt dans la vidéo ? Parce qu'à peu près au même moment où le royaume touchait à sa fin, ce duché de Bourgogne qui existait en France a commencé à prospérer de son côté. Situé plus au nord que le royaume, le duché de Bourgogne a ensuite évolué pour devenir ce qu'on a appelé l'État bourguignon, dont le nom semble être le seul point commun avec l'ancien royaume, étant donné qu'ils étaient tous deux, initialement situés dans la région des anciennes terres bourguignonnes. En 1363, le roi Jean II de France a attribué le duché de Bourgogne à l'un de ses fils, et cela a marqué le début du règne de la dynastie des Valois sur cette région. Grâce à des mariages stratégiques, des héritages et des conquêtes, les ducs de Bourgogne de la maison de Valois ont étendu leur territoire bien au-delà du duché d'origine, créant un État complexe et puissant qui s'étendait sur des parties de la France actuelle, de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas. Certains chercheurs et historiens considèrent même cet État comme une sorte de précurseur de ce qui deviendrait plus tard la Belgique ou les Pays-Bas, mais je pense que ces affirmations sont un peu discutables. À son apogée, l'État bourguignon était semi-souverain, ce qui signifie qu'il bénéficiait d'un degré important d'autonomie, tout en restant nominalement sous la suzeraineté du roi de France, et, dans certains territoires, sous celle du empereur du Saint-Empire romain germanique. Ce qui en faisait un cas intéressant d'un pays ayant 2 souverains, selon la région où l'on se trouvait. Pourtant, les ducs de Bourgogne détenaient un pouvoir considérable, agissant presque en monarques indépendants. Ils ont développé une administration extrêmement puissante, une armée redoutable et une cour brillante qui rivalisait avec celle des grands royaumes européens. L'État est devenu un centre économique et culturel majeur en Europe, en particulier sous Philippe le Bon et Charles le Téméraire. Ils avaient une bannière ducale affichant les symboles de leurs armoiries, mais aussi un drapeau à part entière, la célèbre croix de Bourgogne, qui serait plus tard utilisée par l'Espagne en raison de liens dynastiques. Cependant, les ambitions de l'État bourguignon ont finalement conduit à sa chute. Charles le Téméraire cherchait à établir un royaume officiel, totalement indépendant, ce qui l'a mis en conflit à la fois avec la France et le Saint-Empire romain germanique. Après que Charles ait été tué à la bataille de Nancy en 1477, l'État bourguignon s'est rapidement effondré. Une grande partie de son territoire a été revendiquée par la France, tandis que d'autres régions, surtout les Pays-Bas, sont passées aux Habsbourg par mariage.
Il est intéressant de constater que bien que distincts et situés différemment, ces deux royaumes et États bourguignons ont finalement connu un destin similaire, attaqués par les Français ou par les Allemands, et ont fini par être annexés et disparaître pour ces raisons. Alors que le premier royaume était celui qui détenait officiellement le titre de souveraineté pendant un certain temps, je dirais que cet État de Bourgogne était en réalité plus souverain de facto et plus puissant que l'autre. Si l'un ou l'autre avait survécu avec un peu plus de chance, nous pourrions avoir aujourd'hui un autre pays assez grand au centre de l'Europe. Et qui sait, si tous deux avaient survécu, ils se seraient peut-être unis avec le temps, rassemblant leur héritage bourguignon. Et nous aurions un pays qui s'étendrait des Pays-Bas et de la mer du Nord jusqu'à ce qui est aujourd'hui le sud de la France, sur la côte méditerranéenne, reconstituant ce qui fut autrefois le territoire de la Francie médiane. Fait intéressant. Pendant la période du Troisième Reich et leur occupation de la France, on suppose que l'Allemagne avait prévu de rétablir la Bourgogne en tant qu'État fantoche. Selon les mémoires d'un tiers, Himmler prévoyait de créer un État SS dans la région de Bourgogne avec ses propres lois, armée, gouvernement, monnaie et même sa propre ambassade à Berlin. L'État était censé avoir accès à la fois à la Manche et à la Méditerranée et devait inclure les anciennes possessions bourguignonnes. Heureusement, ils n'ont pas pu le faire. Un pays de plus au centre de l'Europe aurait été intéressant, mais pas ainsi. Connais-tu d'autres pays européens de ce genre qui ont existé puis ont simplement disparu, n'ayant pas réussi la transition vers un pays moderne? Faites-le moi savoir dans les commentaires, ainsi que vos avis sur ce nouveau format. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter la vidéo. Je sais que c'est vraiment agaçant de demander ça tout le temps, mais de nos jours, l'algorithme en tient vraiment compte. Alors pensez à le faire. Merci à mes mécènes d'avoir rendu ces vidéos possibles. Maintenant que je montre mon visage, je vais ajouter plus de contenu sur mon Patreon. Alors assurez-vous de me soutenir là-bas si vous voulez y avoir accès. Et dans tous les cas, merci de regarder. Et je vous dis à la prochaine pour plus de culture générale. J'ai déjà enregistré cette vidéo 3 fois, mais ça se passe toujours mal. C'est ma première fois devant la caméra, donc c'est compliqué. Il fait vraiment chaud ici. Je ne sais pas si ça se voit que je suis en train de fondre, mais bon, je suppose que je vais m'y habituer au fur et à mesure.